Julien Dive, bonjour. Bonjour Hervé. Vous êtes le député de la 2e circonscription de l'Aisne et membre du Parti Les Républicains. Et merci de participer à notre émission 30 minutes avec. Merci à vous. Alors pour commencer, ma première question, qui est devenue rituelle, Julien Dive, présentez-vous. Qui est Julien Dive? Alors, Julien Dive, j'ai 33 ans, je suis député effectivement de la 2e circonscription, qui est en fait la circonscription qui représente la ville de Saint-Quentin et 97 communes autour de Saint-Quentin. C'est important de le préciser parce que c'est vrai que citer les circonscriptions, il vaut mieux aussi rappeler comment sont organisées les circonscriptions dans un territoire. Donc je suis élu député depuis 2016. J'ai été élu en 2016 au moment d'une partielle suite à la démission du député de l'époque qui était Xavier Bertrand. En 2016, je découvre finalement ce mandat-là en étant élu au cours de cette partielle. J'étais pas novice puisque j'étais maire d'une commune qui s'appelle Itoncourt, maire depuis 2014, conseiller municipal depuis 2008 dans cette commune, qui est ma commune où je suis né, et engagé en politique depuis l'âge de 18 ans, puisque j'ai adhéré à l'âge de 18 ans à une famille politique qui s'appelait l'UMP et aujourd'hui les Républicains. Cet engagement, je l'ai fait parce que j'ai toujours eu ça en moi, l'envie de m'investir pour le bien public, m'investir dans une famille politique. L'UMP à l'époque parce que c'était aussi les valeurs que j'avais qui m'avaient été transmises. Je suis plutôt gaulliste dans ma formation et donc c'était assez naturellement que je me suis porté vers un parti politique qui s'appelait l'UMP à ce moment-là. Donc très vite, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin au point d'en devenir donc depuis député. Et parallèlement à cela, moi je n'ai pas toujours baigné dans le monde politique. Je suis quelqu'un qui n'a pas de famille dans le milieu. Je me suis un peu fait tout seul, entre guillemets, à la force du militantisme, puisque je travaillais dans le privé en parallèle, dans une structure qui accompagnait les industries, notamment de l'automobile, sur l'ensemble de la région. À noter que vous étiez l'un des plus jeunes députés dans l'hémicycle. Tout à fait, j'étais le plus jeune député masculin en 2016. Ensuite, il y a eu le renouvellement de la mandature en 2017, où j'ai été réélu. J'étais plus jeune député. Et on m'a aussi fait remarquer que lorsqu'on était jeune député, cela n'était qu'éphémère. La preuve. La preuve. Alors, vous êtes membre du Parti Les Républicains. Oui. Où est la droite dans le paysage politique? La droite a toujours occupé une place importante, parce que je crois surtout qu'au-delà de la famille politique qui s'appelle les Républicains, il y a au fond, parmi nos citoyens, de nombreuses personnes qui se sentent de droite. Qu'est-ce qu'être de droite? Déjà, la première question. Je crois que c'est défendre un certain nombre de points, de valeurs, que sont la valeur travail, faire en sorte que le travail soit récompensé. C'est la méritocratie aussi, accompagner celles et ceux qui s'engagent, qui prennent des risques. Puis c'est aussi ne laisser personne sur le bord du côté. Quand je dis laisser personne, c'est l'esprit-là de la solidarité, et non pas de l'assistanat, ce qui fait la différence, par exemple, avec certains autres partis politiques qui sont dans une forme d'assistanat. Nous, à droite, on a toujours assumé qu'il fallait accompagner les gens, mais il fallait aussi faire en sorte que ces gens se responsabilisent. C'est pour ça qu'on parle plutôt de solidarité. La droite, aujourd'hui, est donc représentée par les Républicains dans notre paysage politique. Je crois que la présence de la droite est incontestable. Les dernières élections présidentielles ne nous ont pas été favorables pour plein de paramètres qui ne dépendaient pas de nous, qui étaient aussi des choses qui malheureusement étaient pas prévisibles. On s'est retrouvé avec une situation politique qui est assez inédite à ce moment-là, et ça ne nous empêche pas aujourd'hui de reconstruire, de redéfinir un projet, de préparer de nouvelles idées, de faire en sorte qu'il y ait de nouvelles personnalités qui émergent, parce que c'est important et c'est sain pour un parti politique de faire en sorte qu'il y ait du renouvellement, de nouvelles générations. Et puis en même temps, c'est de s'adresser à tout le monde. Moi, je reste persuadé que l'ADN de la droite, c'est aussi une fibre sociale, c'est d'avoir une fibre humaniste. La droite qu'on a connue à l'époque du RPR dans les années 90, ça allait aussi bien d'Alain Madelin, qui était quelqu'un de très libéral, à Philippe Séguin, qui était plutôt quelqu'un d'humaniste, en passant par Charles Pasqua, qui était plutôt conservateur. Et moi, je rêve que demain, les Républicains soient toujours dans un champ aussi large. Ce qu'a fait quelque part à un moment donné Nicolas Sarkozy, en synthétisant le tout sur sa personnalité. Je crois qu'on peut porter ce message-là et s'adresser à tous les Français. Les Républicains se préparent pour les européennes. Oui. Et les municipales après? Oui, alors il y a effectivement les élections européennes qui arrivent au mois de juin prochain, qui sont un scrutin important, malheureusement trop souvent écourté ou zappé par bon nombre de citoyens. Il suffit de regarder la participation, on voit que c'est malheureusement un vote qui est plutôt un vote où la participation est en recul. C'est regrettable parce que l'Europe reste quelque chose de très important. On connaît notre histoire, le sacrifice qu'ont fait nos pères à une certaine époque pour faire en sorte qu'il y ait un avenir commun en Europe.
Je crois vraiment que l'Union européenne est importante. Elle est mal comprise, mal expliquée sans doute. Elle a été aussi au fil de l'eau très vite détournée. On a peut-être aussi grossi trop vite, à un moment où on a voulu porter un élargissement de l'Union européenne. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de remises en cause à faire. Ces élections européennes sont importantes pour garantir et protéger évidemment notre culture commune, notre culture européenne, notre culture en tant que Français. C'est aussi essentiel. Et puis évidemment, derrière, il y aura les élections municipales. Les élections municipales sont celles où on avait réussi à gagner certains territoires à l'époque, en 2014. Je pense qu'il faut qu'on réussisse à maintenir ces territoires-là. Mais c'est surtout essentiel parce qu'on voit bien que le pouvoir au niveau national, et on en parlera dans un instant, est assez sourd à la détresse de bon nombre de nos citoyens, notamment dans les milieux ruraux. Alors justement, on parle de national. Que pensez-vous du nouveau gouvernement et de l'intervention télévisée du chef de l'État ? Alors bon, moi, le nouveau gouvernement, vous savez, je vais pas juger les personnes en tant que telles. Je vais pas faire offense aux personnes, je vais pas juger leur personnalité, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de juger plutôt la politique qui est menée. Quelles que soient les personnes, que ce soit interchangeable, généralement c'est ce qui se passe dans le gouvernement. On peut aussi avoir des personnes plus ou moins compétentes selon les postes. Bon, très bien. Je laisserai les Français juger. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la politique qui est menée. Aujourd'hui, on peut s'apercevoir que de toute façon, la politique que mène ce gouvernement n'est pas celui de la remise en cause. Il n'a pas tiré les leçons de l'échec produit notamment par un certain nombre d'affaires estivales. On voit bien qu'il y a une forte déception de la part de la population après avoir créé un espoir en 2017. Il y a une très forte déception. Les actes ne sont pas suivis. On sent surtout qu'il y a un mécontentement profond dans notre population. Moi, je crois que le gouvernement aujourd'hui fait fausse route. Alors qu'on change les personnes, qu'on change les têtes, c'est une chose, mais je préférerais voir changer la politique menée par ce gouvernement. On aura aussi l'occasion d'en parler dans un instant. Sur l'interview présidentielle, il n'y a pas grand-chose. Hein. Pas une interview, une intervention. Oui, l'intervention présidentielle. C'est vrai que ce n'est pas une interview parce que j'ai appris, c'est lui-même, c'est le président de la République, qui a demandé aux chaînes de diffuser cette intervention qui n'était pas prévue puisqu'il l'aurait décidé lundi dans la journée. Donc il a organisé son intervention, il a demandé aux chaînes TV de diffuser cette intervention. Très bien. On n'a pas grand-chose à en sortir parce qu'on n'a rien appris de neuf. Il n'y a pas eu de grandes annonces. Ça a été surtout une espèce de bilan, constat. On a surtout senti que c'était plutôt une forme de justification qui était portée par le président de la République. Je pense que parfois il est aussi bon ton de s'abstenir de ce genre d'exercice. Et que répondez-vous au chef de l'État lorsqu'il dit « j'entends vos critiques » ? Mais c'est bien qu'ils les entendent, c'est mieux qu'ils soient à l'écoute, parce que vous savez, entendre quelque chose, quand ça rentre par une oreille, comme on dit chez moi, ça ressort vite de l'autre. Je préfère que ce soit une vraie écoute, parce que l'écoute est souvent suivie d'actes. Aujourd'hui, les actes ne sont pas au rendez-vous, donc puisqu'il entend, je lui demande d'écouter maintenant. Alors, pour rester dans l'actualité de la semaine, quelle est votre réaction concernant la colère de Jean-Luc Mélenchon lors des perquisitions ? C'est certain que c'est un exercice qui n'est pas plaisant. Perquisition, quel que soit d'ailleurs le citoyen, qu'il soit engagé politique, qu'il soit anonyme, qu'il soit responsable d'une quelconque structure, c'est sans doute quelque chose qui n'est pas plaisant. Mais il faut respecter la loi et il faut respecter la séparation des pouvoirs. Quand je dis qu'il faut respecter la séparation des pouvoirs, moi je n'ai pas à porter de jugement sur les affaires qui sont en cours et l'exercice que mène aujourd'hui la justice. Par contre, il y a l'application de la justice qui est faite par les forces de l'ordre. Et ça, c'est l'état de droit. Et lorsqu'on est responsable politique, on se doit de respecter l'état de droit, à commencer par un élu de la République qui est parlementaire. Les actes qui ont été menés au moment de la perquisition par M. Mélenchon, mais pas aussi par certains de ses collègues, sont inadmissibles pour un élu de la République tel que lui. Oui, mais il déclare qu'un député est une personne sacrée. Ouais, là aussi, je pense qu'il aurait été de bon ton qu'il s'abstienne. Je crois qu'il n'y a pas de personne sacrée plus qu'une autre. La seule chose qui est sacrée, c'est de respecter les règles et les lois de la République, de respecter l'ensemble des Français. Et quand on commence à ne pas respecter les règles de la République, on manque de respect à l'ensemble des Français et à l'ensemble des citoyens. Vous savez ce que c'est que cet épisode ? C'est assez symptomatique de ce que veulent les insoumis. Les insoumis font leur beurre sur le chaos ambiant. Et ce comportement, c'est exactement ça. C'est l'interprétation de ce comportement, de ce qu'ils cherchent, le chaos. Malheureusement, ou malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, il y avait des caméras qui ont permis de filmer la scène, qui ont permis de montrer aux Français le vrai visage de M. Mélenchon, qui n'a aucun respect pour les forces de l'ordre, qui n'a aucun respect pour l'état de droit, qui n'a aucun respect pour l'ensemble de ses citoyens.
mardi à l'Assemblée nationale, il s'est fait quand même applaudir par le Rassemblement national, ex-Front national. Ouais, mais vous savez, c'est un peu blanc-bonnet et bonnet blanc, hein. Ils portent peut-être pas les mêmes couleurs politiques, mais ils ont les mêmes agissements et les mêmes comportements à l'égard de l'état de droit, à l'égard de nos citoyens. Ce sont des partis qui surfent plutôt sur la détresse des Français. Moi, je ne surfe pas, et avec ma formation politique, nous ne surfons pas sur la détresse des Français. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des solutions aux maux des Français. Et se moquer de l'accent d'une journaliste et de demander une question en français. Je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire. Quand il manque de respect aux Français, ce comportement est symptomatique. Je crois qu'en fait, on dit souvent que Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, est sur une autre planète. Et j'ai l'impression que Monsieur Mélenchon est du même acabit. Il s'est vu président avant le président. Il a souhaité rejeter le vote démocratique. On peut toujours contester le vote démocratique. Il n'empêche que les règles sont là. Quand on prétend se présenter à une élection, on respecte les règles et on accepte les règles. Bon, je crois que là, c'est assez symptomatique. Il s'est moqué de l'accent d'une journaliste. Moi, j'aurais pas aimé, si j'étais sudiste, j'aurais pas aimé qu'on se moque de mon accent. Je suis ch'ti, je sais parler ch'ti, je suis picard. J'aimerais pas que M. Mélenchon se moque de mon accent picard. Alors, vous êtes député, je vous l'ai dit, hein, député de la 2e circonscription. Comment redonner confiance aux citoyens en matière de transparence et d'exemplarité? En étant sincère dans son engagement, en ne trichant pas dans ce que l'on fait, en étant à l'écoute. Quand je disais tout à l'heure que le président entendait mais n'écoutait pas, c'est une grande différence, en étant à l'écoute des gens, en étant aussi proche. Quand je dis proche, c'est pas uniquement se montrer quand il faut couper les rubans. C'est aller rencontrer, c'est pousser la porte des entreprises, c'est pousser la porte des associations, c'est pousser la porte des services sociaux, c'est pousser la porte des Français pour aller se confronter à la réalité des citoyens, pour mieux connaître les difficultés. Moi, j'estime être un député de terrain parce que je fais ce travail. D'ailleurs, je sors à l'instant d'une fromagerie du nord du département où j'étais ce matin en immersion. C'est quelque chose que j'aime faire régulièrement pour mieux connaître l'engagement de celles et ceux qui entreprennent dans notre pays. Je pense que c'est nécessaire pour ne pas raconter de carabistouille ensuite à l'Assemblée nationale déjà, pour mieux aussi cerner les difficultés ou les attentes de nos concitoyens, pour mieux les porter ensuite. Et puis, je crois que la confiance, on arrivera à la restaurer aussi en ayant un comportement digne. Ce que fait M. Mélenchon, dont on vient de parler, c'est indigne. Alors, parlons de vos missions, justement, de député. Alors, vous êtes le président de la mission d'information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate. Vaste sujet. Oui, c'est un grand sujet qui a fait polémique. On est dans le contexte d'un projet de loi qui vise à rééquilibrer les rapports entre les producteurs et la grande distribution. On sait qu'aujourd'hui, il y a eu une grosse difficulté pour un certain nombre d'agriculteurs, producteurs, en termes de prix. On sait qu'il y a un déséquilibre profond entre les négociateurs de la grande distribution et les producteurs. On a un rapport de force qui est totalement déséquilibré. Donc il y avait nécessité à ce que la loi s'exprime pour pouvoir rééquilibrer les rapports. Moi, je crois que cette loi n'est pas totalement parfaite. Il y a des sujets sur lesquels j'étais en profond désaccord. J'ai essayé d'amender, j'ai apporté des choses, notamment sur la question de la filière betteravière qui est propre à notre département de l'Aisne. Nous sommes le premier département producteur de betteraves, donc j'ai tenu à ce qu'il y ait une vigilance toute particulière portée sur cette filière-là. Et donc, au milieu de ce débat est venue s'inviter la question du glyphosate. C'est au cours d'un amendement qui avait été déposé, qui n'était pas tout à fait abouti, par un député de la majorité qui voulait interdire le glyphosate d'ici 3 ans. Déjà, d'abord, qu'est-ce que le glyphosate? C'est important d'éclairer sur le sujet. Le glyphosate, c'est un herbicide qui est utilisé, comme beaucoup de Français l'utilisent, pour désherber leur jardin. Et qui était utilisé, c'était une pratique, dans le milieu de l'agriculture. À peu près partout d'ailleurs. Et on a toutes ces images où on voit, en Amérique du Sud, un abus dans l'usage de ces produits-là. En France, il y a bien longtemps que ça ne se produit plus comme ça. Moi, je fais confiance à la filière agricole pour la rencontrer aussi, pour avoir discuté avec eux. Je fais confiance, et quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit développée, raisonnée et biologique. Et on a plutôt un usage de ce type de produit qui est raisonné. Je connais des agriculteurs qui me disent, moi, j'en utilise qu'une fois tous les 2 ou 3 ans. C'est un usage qui est assez bien standardisé et avec un certain nombre de dosages. Je dis ça parce que le particulier qui mettait son produit, je ne vais pas citer de marque, mais qui mettait son produit au bout de son jardin, était souvent en surdosage. Donc là aussi, il est important de rééquilibrer les choses. Tout comme il est important de rééquilibrer les choses dans l'hypocrisie qui réside, où on veut entrer en France interdire un certain nombre de produits,
alors qu'on importe la moitié de ce qu'on consomme. C'est-à-dire qu'on interdit en France des produits par des producteurs, mais on importe la moitié des aliments qui, eux, sont produits d'une certaine façon, où les producteurs étrangers cultivent ces aliments-là avec des techniques et avec des solutions interdites en France. Bon, voilà, on a un rapport de force qui est totalement déséquilibré aussi à ce niveau-là, pardon. Et donc, je pense qu'il est aussi nécessaire d'avoir tout ça en information avant de pouvoir se prononcer. Vient là donc l'interdiction du glyphosate. C'est un engagement présidentiel auquel nous pouvons tous souscrire, puisque aujourd'hui il y a des doutes sur l'impact de ce type de produit. Ce qu'on dit, c'est que l'inscrire dans la loi, c'est se débarrasser trop facilement du sujet, parce que dire on interdit le glyphosate dans 3 ans, c'est régler le problème, on a pu aborder le sujet puisque c'est inscrit dans la loi. Mais ça veut dire qu'on laisse des filières, quelles qu'elles soient, dans la difficulté et à se débrouiller elles-mêmes sur une solution alternative, qu'elle soit chimique, qu'elle soit mécanique ou autre. Or, moi, ce que je dis, et nous sommes plusieurs à le dire, c'est que l'État a une responsabilité puisqu'il prend cet engagement de sortir du glyphosate, de l'usage du glyphosate. Eh bien, l'État a une responsabilité, c'est d'accompagner l'ensemble de la filière vers cette sortie. Parce qu'un producteur de betterave, un céréalier, un maraîcher, un vigneron n'ont pas du tout les mêmes problématiques d'usage dans la culture. Donc, c'est monté cette mission qui dure 3 ans, une mission parlementaire, qui vise, et moi, en tant que président, je souhaite avoir une position de neutralité, où je souhaite rencontrer l'ensemble des acteurs, et notamment sur le panel qui concerne ce débat-là. Et donc, cette mission vise à sortir un rapport, des préconisations pour accompagner les décideurs dans la sortie du glyphosate, qui est toujours prévue pour 2021. Enfin, ça va être dur parce qu'il y a encore un mois, les députés refusaient encore de graver dans la loi la sortie du glyphosate. Ouais, mais c'était une question, justement, c'est ce que je viens de dire. C'était en fait, le refus de l'inscrire dans la loi, c'était aussi une forme de allez, on a résolu le problème, c'est dans la loi, mais personne n'accompagne la filière. Là, l'idée, c'est un engagement, il y a un engagement présidentiel. Moi, je dis, mais puisque c'est un engagement présidentiel, mettez-vous face à vos responsabilités. Vous dites que vous voulez sortir, très bien. Et vous allez aller jusqu'au bout. Ça aurait été simple de dire, les parlementaires ont inscrit ça dans la loi, terminé, plus de débat. Non, non. Non, mais ça aurait été facile avec les députés LaREM qui sont majoritaires. Oui, bien sûr. En plus, ils sont majoritaires. Voilà. Je veux dire, s'ils avaient voulu, ils auraient pu. C'est pas si simple que ça. Je crois que en termes d'usage, il est essentiel de connaître déjà les alternatives existantes, parce qu'il y a des alternatives qui n'existent pas. Et en plus de ça, si vous interdisez quelque chose aujourd'hui en France, et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est autorisé chez nos voisins, c'est une rupture dans l'égalité de compétitivité entre nos productions agricoles. Et la cohésion de l'Europe. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous êtes également le coprésident du groupe d'études de la vie associative et du bénévolat. Et justement, le département de l'Aisne rencontre d'énormes difficultés pour verser les subventions aux associations. Votre sentiment? Je crois que vous avez rencontré Nicolas Fricoteau, le président du conseil départemental. Vous avez assisté à ces réunions aussi? Exactement. En fait, je suis impliqué sur le monde associatif depuis que je suis élu député en 2016. J'avais d'ailleurs déposé une proposition de loi sur la reconnaissance du bénévolat, du statut du bénévole, octroyant un certain nombre de droits. Et depuis m'étant impliqué sur le sujet, effectivement, je co-préside avec un député de la majorité, puisque c'était assez prévu comme ça, ce groupe de travail qui dure 5 ans, sur des alternatives, des solutions, des améliorations pour préserver le bénévolat. Le bénévolat, encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas du salariat. C'est-à-dire que ce sont des femmes et des hommes qui donnent de leur temps gratuitement pour la société. Et trop souvent, les associations, et donc par ricochet le bénévolat, viennent en palliatif à l'absence de l'État. C'est une réalité, notamment auprès des personnes les plus fragiles. Donc moi, je considère que ces personnes-là doivent être, je parle des bénévoles, doivent être reconnues. C'est aussi des vecteurs de développement économique. Le tissu associatif, c'est un vecteur de développement économique. Donc je pense qu'il faut remettre et reconnaître à sa juste valeur le monde associatif et le bénévolat, qui a besoin d'accompagnement. Cet accompagnement se fait au travers de la loi, il se fait aussi au travers des moyens financiers. Aujourd'hui, on a des départements, et le département de l'Aisne n'échappe pas à cette règle, qui sont étouffés par un certain nombre de mesures sociales qu'ils doivent supporter, des décisions qu'ils doivent subir de la part de l'État, qui les amènent à devoir trancher. Ce qui s'est passé dans le département de l'Aisne, où effectivement, le président a dit j'informe, ce qui est assez responsable et assez courageux, j'informe les associations, non pas que je supprime les aides, mais que nous sommes face à une difficulté et que je leur demande de préparer leur budget sans les subventions, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne les auront pas, mais je leur demande de préparer ce travail-là
parce que c'est une alerte que je lance à l'ensemble de la communauté associative. Ce qui nous a permis aussi d'appuyer sur cet argument-là auprès du gouvernement pour faire en sorte que le gouvernement ait un œil attentif sur le département de l'Aisne. Parce qu'on ne peut pas traiter le département de l'Aisne comme on traite le département des Hauts-de-Seine. Les richesses ne sont pas les mêmes. Pas les mêmes moyens. Nous connaissons notre département, nous connaissons la richesse et la valeur qu'a ce département, mais nous connaissons aussi ses difficultés. Et donc, effectivement, moi, j'ai souhaité voir Nicolas Fricoteau, échanger avec lui. J'ai participé à ces réunions parce que je considère qu'il est beaucoup plus facile d'accompagner le président du département dans la recherche de moyens pour aider nos associations plutôt que de lui jeter la pierre. Je trouve qu'il a fait cet effort-là. Je pense qu'on est sur une bonne voie puisqu'on a un rendez-vous qui a lieu avec le Premier ministre. Je crois qu'il y aura des annonces qui seront faites. D'ailleurs, depuis, le département a rouvert le dispositif d'appel à la subvention à l'ensemble des associations du département. Et vous-même, qui vous appliquez dans le milieu associatif, vous reversez aussi des indemnités parlementaires? Parce que j'avais entendu parler de ça. Oui, effectivement. Il y avait la réserve parlementaire qui existait auparavant, qui a été supprimée, qui a été redispatchée dans un autre dispositif. Moi, à l'époque, j'avais des associations qui m'avaient déjà sollicité pour avoir un coup de main. Et pour celles et celles qui m'avaient sollicité, j'avais fait le choix de mettre personnellement de côté de l'argent pour leur verser, sous forme de don, une aide pour leur projet. Et ça ne se fait pas puisqu'il n'y a plus de réserve. Si, j'ai fait. Si. Avec mon argent personnel. Vous avez fait du Ruffin? Ah, je sais pas. Non, c'est pas. J'ai fait du DIV. Vous avez fait du DIV. Alors, Julien Dive, justement, vous avez déclaré dans une tribune libre chez nos confrères L'Opinion que la majorité est myope et qu'elle ne voit pas les grandes métropoles et abandonne la politique de la ville et l'aménagement du territoire. On sait que le département de l'Aisne est en grande difficulté financière, on vient d'en parler avec les associations. Alors, comment équilibrer financièrement tous les territoires et notamment notre département? Appliquer la péréquation. Appliquer la péréquation, comme je l'ai dit, chaque département a une forme de richesse, chacun contribue, comme tous les citoyens, nous sommes égaux devant la loi, devant l'impôt. Enfin, égaux, nous avons une responsabilité devant l'impôt, où nous contribuons à notre niveau, chaque citoyen, quel que soit son niveau, et derrière, je pense qu'il faut appliquer une péréquation en fonction de la difficulté de chaque territoire. Si on est capable d'appliquer une péréquation, c'est-à-dire de reverser les moyens de l'État par département en tenant compte de la fragilité de chaque territoire. On ne peut pas traiter, comme j'ai dit, un département riche comme les Hauts-de-Seine au même niveau qu'un département plus pauvre comme celui du département de l'Aisne. Donc le rééquilibrage se fait à ce niveau-là en partie, mais il y a aussi la prise en charge, en tout cas, ou la prise en compte des dépenses sociales que doit supporter aujourd'hui le département de l'Aisne. Tous les départements, c'est vrai pour tous les départements, mais en particulier notre département de l'Aisne, des dépenses sociales qui sont énormes, qui représentent près de 80% du budget, donc c'est quand même, enfin du budget de fonctionnement, donc c'est quand même assez important. C'est aussi toute la démarche que peut entreprendre un département en demandant à des allocataires de pouvoir s'engager dans une logique de responsabilisation en étant par exemple bénévole, en rendant des heures de bénévolat ou autres dans le territoire, ce qui est à la fois gagnant-gagnant, parce que ça permet de valoriser cette personne, de lui donner des clés pour s'en sortir aussi concrètement, et ne pas la laisser s'enfermer et s'isoler dans une situation délicate. Et en même temps, c'est un retour envers la collectivité. Donc ce sont aussi une forme d'économie que peut mener une collectivité. Mais les départements les plus riches ne peuvent pas venir soutenir les départements les plus pauvres. C'est ça que moi je veux dire en équilibre financièrement. C'est toute la logique de la péréquation. La péréquation, en fait, c'est vous appliquez un coefficient multiplicateur dans le reversement des aides de l'État au département, puisque chaque département contribue au pot commun via les citoyens. En contribuant au pot commun, on peut appliquer au moment de la reversion un coefficient lié à la fragilité de chaque département. Parce que plus un département est pauvre, plus il paye d'impôts. Plus il paye d'impôts, plus il peut aussi bénéficier d'un soutien, et il le doit. Alors sur tout un autre sujet, mais qui est très très important, les chiffres de l'illettrisme en région Hauts-de-France et plus précisément dans le département de l'Aisne sont catastrophiques. Et ils sont croissants d'année en année, sauf erreur de ma part, je n'ai jamais entendu un député en parler dans l'hémicycle. Moi, je l'ai pas abordé un sujet comme ça dans l'hémicycle. Je l'ai fait lorsque j'avais interpellé le gouvernement sur un sujet qui concernait notre département de l'Aisne. Et en exemple, je prenais cette situation-là où effectivement le département de l'Aisne fait partie très souvent dans le top 5 des mauvais élèves. Où on se retrouve avec un taux d'illettrisme le plus important de France, avec un taux d'analphabétisme le plus important de France, avec un taux de violence aussi qui sont liés familiales, l'un des taux les plus importants de France,
Enfin, voilà, on cumule un certain nombre de points. J'en ai parlé lorsque j'illustre, moi, un sujet particulier, quand je veux mettre la lumière sur le département et que je prends ce cas précis. Mais j'ai aussi à le faire lorsque, au printemps dernier, j'ai interpellé le ministre de l'Éducation nationale en aparté, c'était pas dans l'hémicycle, c'était en aparté à l'Assemblée, sur les fermetures de classes. Et je lui ai rappelé qu'il devait aussi tenir compte de la fragilité de notre département, économique mais aussi sociale, et qu'il devait tenir compte de ces points-là. Maintenant, on ne va pas non plus s'auto-flageller, hein. On a un département qui a certes des difficultés, on a aussi un département qui a aussi de belles choses, de belles initiatives, que ce soit auprès d'entreprises, que ce soit auprès d'actions menées par des collectivités, des mairies qui mettent en place des dispositifs assez inédits, assez géniaux. Je pense qu'il faut aussi se valoriser, hein, dire qu'on a aussi des choses très positives dans notre département de l'Aisne. Et un département plein de mémoire. Plein de mémoire, bien sûr. On va fêter le centenaire avec la venue même du président de la République. Alors là, quelle est votre réaction? Vous devez être fier quand même que le président de la République reconnaisse l'Aisne en devoir de mémoire. C'est surtout, je serais quand même assez effaré qu'ils ne le reconnaissent pas. C'est plutôt ça. C'est un peu lié, vous savez, on parle d'un sujet où on vient d'évoquer la difficulté de notre département de l'Aisne. D'un point de vue social, d'un point de vue économique, etc. Moi, je suis persuadé que la difficulté de notre département est quelque chose que l'on traîne depuis 100 ans. Parce que le département de l'Aisne, on l'oublie, mais c'est l'un des départements qui a été le plus détruit au moment de la Première Guerre mondiale. 95% du département a été rasé, des villages qui étaient complètement en miettes. Ça a été un champ de bataille pendant tout le conflit, pendant les 4 ans du conflit. On a été complètement réduit. Lorsque les Allemands sont retirés en 17, ils ont coupé des vergers, ils ont détruit des châteaux, on pense à Coucy-le-Château, mais bien d'autres. Donc forcément, lorsque la population est revenue ensuite, il a fallu tout reconstruire avec des difficultés, et ça s'est répercuté sur les générations suivantes. Moi, je pense qu'on traîne aussi ce point-là. Et je ne suis pas le seul à le penser. Donc c'est aussi normal que le président de la République, quel qu'il soit, et je rappelle que François Hollande était venu auparavant, je rappelle que Nicolas Sarkozy aussi était venu auparavant, c'est aussi normal que le président de la République tienne compte au moment de célébrer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, tienne compte de la contribution des habitants du département de l'Aisne dans ce conflit. Et on parlera comme ça du département de l'Aisne. Entre autres. Tout autre sujet, Julien Dive. La hausse de la fiscalité du carburant pénalise le porte-monnaie des Français, surtout ceux qui vivent dans nos villages et n'ont d'autre choix que d'utiliser leur véhicule pour se former, se soigner, aller travailler. Et vous demandez, je vous cite, hein, à la majorité de sortir de ses préjugés sur ce point, c'est-à-dire... Mais en fait, ils mènent une politique. Les préjugés, c'est-à-dire, c'est quoi? Le préjugé qu'ils ont, c'est que aujourd'hui, chaque Français a la possibilité de payer plus, parce qu'il va payer plus de carburant, va automatiquement passer au véhicule électrique ou à un véhicule vert. Mais j'ai envie de leur dire, sortez de vos bureaux. Le Français qui roule avec un véhicule thermique, qui n'a pas d'autre choix parce qu'en fait, à côté, il paie la maison sur un crédit sur 30 ou 40 ans, qu'il a les études de la gamine à payer, qu'il est au SMIC à 1500 euros et qu'il ne peut pas faire autrement que de rouler, qu'il n'a pas la possibilité de changer de véhicule. Comment il fait? Comment il fait pour passer un véhicule électrique? Mais il peut pas. Il peut pas. Comme on apprend aujourd'hui, par exemple, augmenter la création peut-être d'un péage pour accéder au ouais, centre-ville. on va y venir à ce point-là, je vais en parler aussi. Mais augmenter de manière aussi, comment dire, aussi détachée de la réalité des Français, la fiscalité du carburant, pensant que, parce qu'on augmente la fiscalité du carburant, les Français vont passer à un autre mode de comportement, c'est se leurrer. Parce que nous sommes dans un département, mais c'est vrai ailleurs, dans d'autres départements, où les gens vivent surtout dans des villages, ou pour aller travailler, ou pour aller se former, ou pour aller se soigner, ou pour aller faire des achats, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule parce qu'il n'y a pas le métro en tirage, parce qu'il n'y a pas le métro dans le Lannoy, parce qu'il n'y a pas de ligne de TER partout non plus. Et les transports à la demande est encore bien difficile à organiser. Donc, je crois qu'il faut, quand je dis sortir de leurs préjugés, je leur demande surtout sortir de leur bureau, de rencontrer les Français, de se rendre compte de la difficulté que vivent les Français. De plus, dire qu'on augmente le diesel, la fiscalité du diesel plus fort que l'essence, parce que c'est une logique écologique, c'est totalement se tromper. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en augmentant la fiscalité du diesel, le comportement bascule a fait en sorte que les Français sont tournés vers un véhicule essence. Le véhicule essence rejette plus de CO2 qu'un véhicule diesel. Donc l'impact environnemental, il est néant. Moi, je pense qu'il faut plutôt accompagner vers une transition énergétique sur l'usage des modes de transport, sur l'usage des modes de chauffage.
Je vous rappelle quand même que le fioul domestique aussi a explosé. Hein. Ah oui. Il est à 1 euro, plus d'1 euro aujourd'hui. Il était à 85 centimes il y a un an. Aujourd'hui, les Français, quand ils remplissent la cuve de fioul, comme c'est le cas en ce moment, ils mettent 500 litres. Il y a un an, ils mettaient 1000 litres. Pour eux, s'ils mettent le même niveau, c'est 150 euros de plus. Et lié à la fiscalité, lié au fait que le baril du pétrole s'est envolé. Donc, moi, je veux rappeler simplement à une réalité la difficulté que vivent les Français. Deuxième point que vous évoquiez au travers des péages. Alors, effectivement, c'est un projet mis dans un avant-projet plutôt, dans un rapport parlementaire sur la mobilité. Visiblement, c'est pour les grandes métropoles. De plus de 100 000. De plus de 100 000, celles qui sont motivées pour le mettre en place. Arnaud Robinet, maire de Reims, s'est dit qu'il ne le ferait pas de toute façon. Non, mais je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui ne le fera pas en réalité. C'est de la cosmétique. Alors, ma dernière question, parce qu'on va arriver au terme des 30 Oui, minutes. Je vois qu'on a un petit problème technique, comme Monsieur le Président de la République l'autre jour à l'Élysée. Ah non, pas du tout. C'est parce que c'est numérique et ça calcule la lumière. Donc, il n'y a aucun problème parce que je l'ai là, la caméra. Vous voyez, on vous dit tout. Hein. Donc, voilà. Alors, ma dernière question, Julien Dive. En séance de nuit de ce mardi 16 octobre, vous déclarez que le gouvernement a retenu les leçons de ma proposition de loi de printemps dernier en retenant l'exonération des charges sociales sur les heures supplémentaires, mais pas l'exonération à l'impôt sur le revenu. Et vous ajoutez, nous pousserons jusqu'au bout. Mais pousser jusqu'où? On poussera jusqu'au bout de la répétition. Hein. On va continuer de marteler le sujet auprès du ministre du Budget et des Comptes Publics, monsieur Darmanin. On insistera, parce que je rappelle que monsieur Darmanin défendait il y a quelques mois, lorsqu'il était encore conseiller régional, lorsqu'il était encore chez les Républicains, qu'il fallait restaurer les heures supplémentaires, défiscaliser à l'IR et désocialiser les charges sociales. Moi, j'ai défendu au printemps dernier cette proposition de loi, avec effet applicatif au 1er janvier 2019, qui était de restaurer ce dispositif. Je suis celui qui a porté au nom des Républicains cette proposition de loi, que la majorité a rejetée. Visiblement, elle a vu la lumière et elle a découvert la raison pendant l'été, puisqu'aujourd'hui, ils viennent avec un budget dans lequel est restaurée la désocialisation uniquement. Donc c'est un mi-chemin. Moi, je demande de pousser jusqu'au bout, d'aller au bout du chemin et de restaurer aussi la défiscalisation à l'IR. C'est du pouvoir d'achat en plus pour l'ensemble des Français et c'est surtout la reconnaissance du travail. On arrive au terme de cet entretien. Merci Julien Dive. Je rappelle que vous êtes député de la 2e circonscription de l'Aisne et membre du Parti Les Républicains. J'avais encore beaucoup de questions à vous poser concernant le commerce, concernant la désertification médicale, etc. Donc ça fera l'objet d'un prochain entretien. Et rassurez-vous, vous êtes bien resté dans la lumière. Merci. Merci. Merci monsieur le député.